L'intérêt, c'est aussi de ceux qui veulent et ceux qui voudront se mêler à ce circuit, c'est aussi d'aller se confronter et de progresser. Ouais. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Hello, c'est Valentin et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier mon partenaire Experience Training. Grâce à leur expertise, à leur suivi personnalisé, vous pouvez bénéficier d'un plan d'entraînement entièrement personnalisé à vos attentes, à vos objectifs et surtout en accord avec vos ambitions. Alors pour découvrir Experience Training, je vous mets leur site en description du podcast. Salut Yves, bon ça me fait vraiment plaisir de te recevoir dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour les auditeurs qui ne te connaissent toujours pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, Yves Cordier, je vais avoir déjà 60 ans, mais oui, c'est une année particulière, mais bon, je suis toujours, on va dire, jeune dans ma tête et je vois pas les années passer. En fait, j'ai fait pas loin de 20 années en triathlète professionnel. J'ai arrêté en 2001 et puis depuis, voilà, je suis passé en 2004 pour faire le premier Ironman à Nice. Donc ça fait déjà effectivement 20 ans. Hein, donc c'est aussi c'est passé très vite, beaucoup de changements. Chez Ironman, beaucoup de changements dans notre sport. C'est vraiment... Enfin, pour moi, des fois, je fais un pas en arrière. Je regarde, on va dire, tout ce qui a changé en si peu de temps, enfin, par rapport à des sports qui ont beaucoup plus de passé. C'est vrai qu'on a en 40 ans fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées en termes de performance, que ce soit sur la distance olympique ou sur la distance Ironman. Ouais, c'est sûr que le sport il évolue très vite, que ce soit pour le monde professionnel, mais aussi là ces dernières années très très vite sur le milieu amateur. Pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi, on va traiter le sujet du prize money offert par Ironman avec toi. Quel est ton rôle aujourd'hui dans le groupe Ironman ? Alors mon rôle, je me suis recentré. Avant j'étais directeur Ironman France et comme je pense à être bientôt, on va dire, sur la fin et je pense effectivement à ma prochaine vie, la vie de la retraite, même si le mot pour moi n'est pas bon. En fait, ça sera d'autres objectifs pour moi, en tous les cas, de profiter de beaucoup de choses. Je me suis recentré sur les 2 Ironman de Nice. Donc, on va dire cet événement de juin qui est particulier parce que il regroupe un 70.3 et un Ironman depuis donc le Covid la même journée. Donc c'est quand même une très très grosse épreuve. Et puis depuis l'an dernier, les championnats du monde à Nice. Je me souviens en 2019 quand on a fait les championnats du monde 70.3. Bon, je pensais que c'était, on va dire le summum qu'on ait pu organiser en France et comme quoi il faut toujours penser à toujours plus et en tout cas c'est ma devise d'être toujours très motivé quoi. Ok, super intéressant, merci pour ce retour et on voit que malgré tout toi en tant qu'humain et que personne t'es très motivé, tu adores l'évolution et tout ce qui se cache derrière. Tu le disais en introduction, le sport évolue et moi en tant que on va dire triathlète à mon niveau, je trouve que le groupe Ironman aussi a participé à cette évolution, a emmené justement ce sport au changement. Dans un premier temps, toi, tu le définirais comment le groupe Ironman ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une entité publique ? Est-ce que c'est une entité privée ? Et quels sont ses objectifs et ses ambitions ?
Alors c'est assez particulier parce que c'est vrai que pour une entité privée, souvent il n'y a pas d'exemple, hein. Je pense que notre sport a démarré par Ironman et contrairement à beaucoup de sports où le sport naît et ensuite voilà, il est fédéré et ensuite bon, il y a des entités privées qui viennent se greffer. En fait là c'est vraiment Ironman qui a lancé notre sport et voilà, donc c'est pas pour moi, on va dire, celui qui a fait le premier, qui est le plus fort. Mais en tous les cas, oui, on a un monopole. On le voit, la force que représente, en tous les cas, pour un athlète qui veut se lancer dans le triathlon. C'est un peu comme au marathon, un jour, de se dire, bah, je vais faire un marathon. Je finirai peut-être, mon objectif, c'est de faire le marathon de New York parce qu'il est atypique, il est tellement, on va dire, incroyable. Je pense que bon, pour les athlètes qui veulent faire du triathlon, au début, il y a la première marche, mais si ça prend, la mayonnaise prend, on va dire, c'est un jour, c'est de faire un Ironman et pourquoi pas après être qualifié à un championnat du monde. Ouais, bah, c'est sûr que malgré tout, le contexte fait qu'en plus, bon là aujourd'hui on enregistre cet épisode et hier on fêtait les 46 ans d'Ironman. Donc c'est vrai qu'on voit cette présence depuis un moment, on voit l'évolution dans le sport et on pourrait faire un focus sur toute la partie amateur et on sera amené à le faire, je pense, dans un autre épisode. Là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment le groupe a réussi à créer, on va dire, ce sport et à créer cet aspect professionnel. Déjà, la première question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est, je sais que ça a évolué, mais aujourd'hui, comment on devient triathlète professionnel sur le circuit Ironman ? Alors, bon, c'est vrai que dans tous les sports, hein, se dégage, enfin moi pour avoir participé au tout début de l'ère du triathlon, voilà, pour moi c'était simplement au départ un challenge personnel. J'étais nageur et j'étais basé sur le 1500, le demi-fond. Et bon, ayant vu cela à Nice en 82, pour moi c'était quelque chose dans la continuité de faire autre chose que la natation et je m'étais dit bon, un jour je ferai ça. Ça a été très très vite puisque bon, le challenge quand on est jeune, on se dit pas je ferai ça dans 10 ans, c'est souvent immédiatement. Donc en 83 j'ai fait mon premier triathlon à Nice, mais en fait c'est des opportunités qui viennent, hein, par rapport à un ressenti, par rapport à des résultats bien sûr. Si les premiers résultats se font sentir, s'ils sont prometteurs. Voilà, on a la chance ou pas d'avoir des opportunités pour avoir des partenaires. Et en tous les cas, aujourd'hui, bon, l'accessi a bien évolué parce que beaucoup, si on prend nos Français, la plupart des Français ont été, on va dire, entraînés. Alors avant, on venait de la natation, on venait du vélo ou de la course à pied. Maintenant, voilà, nos triathlètes sont des triathlètes de jeune âge. Hein, ils ont été souvent formés dans des écoles de triathlon, puis ensuite peut-être dans des CREPS. Donc voilà. Après, il y a une évolution. Ils font du courte distance. Puis un jour, bon, voilà, ils voient que l'accession aux Jeux Olympiques, c'est pas dans leur corde parce que c'est vraiment encore une élite hyper serrée. C'est tous les 4 ans. Et voilà, là, on récolte en tous les cas tout le travail que la France a fait avec une grosse génération de jeunes qui sont maintenant capables de briller et de gagner des Ironman. Je pense que ça, c'est la force que l'on a mis à un travail de plus de 20 ans. Et voilà comment on peut devenir professionnel en partant du plus jeune âge et puis effectivement en étant bien coaché, en ayant aussi de la patience et puis des opportunités d'avoir des aides publiques et privées pour pouvoir poursuivre ce niveau. Ok, et justement pour donner un peu plus d'infos plutôt aux amateurs qui nous écoutent, aujourd'hui par exemple gagner un 73 sur le label Ironman en amateur, est-ce que ça permet d'avoir cette licence professionnelle? Est-ce qu'il y a d'autres performances à effectuer? Il y a des minimums à effectuer? Comment ça se passe sur cette partie-là? Alors ça dépend des pays, mais bon, passer pro,
la fédération française délivre, on va dire, une attestation pour que l'athlète puisse donner, on va dire, cette capacité à avoir une licence pro chez Ironman. En fait, il faut avoir brillé, être capable de faire un certain pourcentage de temps par rapport aux meilleurs triathlètes. Donc on analyse ça, la fédération analyse cela conjointement avec nous pour effectivement ne pas laisser tout le monde pouvoir entrer dans l'accessit des professionnels. Ça l'a été dans le passé. Maintenant, voilà, on essaye de bien cadrer cela. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté. En général, les demandes, elles sont motivées et elles représentent aussi souvent donc un résultat à côté. Donc ça se passe bien. Ouais, c'est sûr. Et puis, comme tu le disais, justement, pour passer et pour devenir justement triathlète professionnel, il y a tout un équilibre aussi financier, malgré tout, à avoir plus que l'aspect performance. Et ça, pour le coup, le groupe Ironman y participe de par ses prize money déjà précédents, et on parlera du nouveau qui est proposé. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un prize money qui est attribué à un athlète qui va gagner 70.3 des Sables d'Olonne, ou alors notre Français Clément Mignon qui a pu gagner par exemple le full distance l'année dernière sur Nice? Alors, on est suivant les courses dans le calendrier. Il y a des prize money qui sont variables en fonction de la notoriété et du niveau de course que Ironman souhaite avoir sur telle et telle épreuve. Donc un 70.3 à minimum, peut être à 15 000 euros, mais il peut aller jusqu'à 100 000 euros et partager aussi. Donc ça c'est aussi l'avancée de chez Ironman dès le début. Les primes hommes et femmes étaient égalité. Donc ça c'est important. Et donc voilà, en fonction. Alors la stratégie avant ce circuit était de pouvoir diluer dans un calendrier, on va dire, des épreuves qui sont un peu plus de haut niveau avec une grille de prix un peu plus importante, et puis d'autres d'un niveau un peu inférieur. Donc les athlètes pouvaient choisir telle et telle course en fonction de la géographie, mais aussi de leur stratégie de se qualifier sans vouloir forcément d'être sur une course où il y a un très bon niveau. Le but, c'était d'obtenir le slot. Donc, petite course, c'était un slot pour les pros, et des courses, on va dire, qui étaient un peu plus relevées, c'était 3 slots pour les pros. Donc ça aussi, c'était aussi une stratégie. Le nouveau circuit, maintenant on peut en parler, c'est une nouvelle stratégie. Je connais pas encore la stratégie qui sera la meilleure, mais en tous les cas, c'est encore une avancée qu'Ironman propose en tous les cas pour notre sport. Ok, et justement, cette vision-là, tu m'as devancé un peu sur une question, c'est l'équilibre homme-femme. On voit que vos ambitions ont toujours été placées là-dessus, sur cet équilibre-là. Et quand tu parlais, par exemple, du prize money, le prize money, il est dilué comment? Est-ce que c'est du premier au 10e? Est-ce que là aussi, ça dépend des courses? C'est que le top 3? C'est que le premier? Comment ça se répartit, ça? En général, c'est les 5 premiers pour les petites courses. Ensuite, ça monte à 8 et ça peut aller à 10 sur les grilles de prix les plus importantes. Voire, je crois, 15 pour les championnats du monde. 15 premiers. Okay. Voilà. Ouais, donc ça touche quand même un panel assez large, on va dire, d'athlètes. Et justement, c'est un peu l'objet de cet épisode, de comprendre quelle est cette nouvelle stratégie, quelle est cette nouvelle vision aussi du groupe Ironman qui vient s'appliquer sur le sport. Fin 2023, il y a eu le lancement des Ironman Pro Series avec un budget, si je dis pas de bêtises, de 1,7 million en plus des prize money que tu as pu m'indiquer juste avant. Quelle est cette vision? Pourquoi ce changement, et quelle est cette stratégie qui se cache derrière pour faire évoluer justement le monde professionnel, le monde du triathlon, et si on doit être amené à échanger dans quelques années, comme tu le disais, qu'on subisse une telle évolution qu'on en a pu le vivre depuis une quarantaine d'années? Alors le sport, en tous les cas pour le triathlon et Ironman, ça a été super vite. Donc néanmoins, on avait, c'est comme je le disais, cette stratégie jusqu'à il y a 2 ans. Un championnat du monde 70.3 et un championnat du monde Ironman. Donc l'an dernier, il y a déjà eu ce grand changement de partager, on va dire, les championnats du monde hommes et femmes Ironman.
sur 2 destinations et je pense que ça a été un réel succès tant pour les hommes que pour les femmes avec j'ai envie de dire que un sport très innovant. Je ne pense pas qu'il y ait d'exemple dans le monde du sport, d'avoir un championnat du monde séparé des hommes et des femmes. Et pour moi, avoir vu en tous les cas à Nice les hommes, mais surtout à Hawaï, avoir une course totalement dédiée aux femmes, je pense que ça a pu mettre vraiment sur le point d'égalité les femmes avec vraiment une course qui a attiré toutes les attentions au niveau médiatique et performance. Donc ça a déjà été un grand palier. Et concernant l'autre question, c'est jusqu'à présent, je te disais que il y avait une stratégie pour se qualifier à ces 2 événements, les championnats du monde Ironman et les championnats du monde 70.3. Là, au vu de l'évolution de notre sport et de la qualité des athlètes, on a pensé que contrairement à leur demander de se qualifier sur des épreuves, soit sur un plan stratégique de choisir une petite épreuve pour assurer un classement et avoir son slot pour le championnat du monde. Là, le but, c'est de faire comme dans beaucoup de sports, c'est de faire un circuit où sur chaque manche, on regroupe les meilleurs mondiaux. Alors évidemment, c'est pas néfaste vraiment pour les athlètes puisque il y aura plus de facilité sur ces courses déjà d'une pour se qualifier. Au lieu d'avoir 1 ou 2 ou 3, ça montera à 5 ou voire 6 possibilités pour obtenir le slot. Donc ça c'est aussi important. Et avec en plus des possibilités d'avoir un prize money à la fin du circuit conséquent. Donc l'intérêt, c'est aussi de ceux qui veulent et ceux qui voudront se mêler à ce circuit, c'est aussi d'aller se confronter et de progresser. Déjà qu'on est déjà à un niveau incroyable, je pense que cela, d'ici 2 ou 3 ans, va encore monter le niveau, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais après sur notre stratégie, c'est de rendre vraiment notre sport on va dire très médiatique. C'est vrai que on l'avait par ces championnats du monde, mais tout au long de l'année, même si on faisait des lives sur telle ou telle épreuve continentale, on avait des niveaux de performance sur les épreuves. Ça n'était pas forcément là où on rassemblait les meilleurs athlètes. Là, on va être un petit peu comme au biathlon. On va dire que tout au long de l'année, on va retrouver à peu près les mêmes acteurs. En tous les cas, la France va diffuser ces épreuves, soit sur. Normalement, ça va se signer sur l'équipe, avec des lives télé. Il y en aura 5 sur la chaîne télé et puis le reste sur le réseau internet. Donc ça va être aussi très bien pour notre sport, aussi pour retrouver les athlètes, pour que les athlètes puissent aussi grandir avec leurs partenaires. Donc la stratégie, elle est gagnante, on va dire, pour tout le monde. Ouais, c'est sûr qu'on voit que malgré tout, d'un point de vue, on va dire médiatique, financier, le sport évolue, le sport se construit. Donc ça, c'est très positif et on voit le retour de certains athlètes qui ont envie de prendre part à cela et qui voient vraiment une évolution dans ce sport. Et je pense aujourd'hui, malgré tout, on parle de l'aspect professionnel, mais comme on l'a déjà vu sur ces 40 dernières années, ça a un aspect très positif à très court terme sur le monde amateur. Moi, d'un point de vue athlète, on va dire amateur, la vraie question que je me pose, et tu as déjà un petit peu appuyé là-dessus, c'est que le sport, il évolue, certes, sur plein d'aspects, mais c'est vrai que les athlètes sont amenés à faire de plus en plus de courses sur différents circuits en fonction de leurs sponsors. Est-ce que tu penses que malgré tout, les athlètes sont prêts à encaisser de telles charges et de telles courses et ils savent planifier leur saison. Et en plus, il y a une évolution dans le matériel, il y a une évolution dans la nutrition, dans plein d'aspects scientifiques, où ça reste vraiment des choix qui peuvent être un peu plus compliqués en fonction du profil de chacun des athlètes. Comment, toi, d'un point de vue, on va dire, ancien triathlète professionnel, tu te positionnerais sur de tels circuits? Est-ce que tu verrais enchaîner autant de compétitions? Alors pour ce qui concerne la Pro Series,
je pense que c'est pour en donner les règles du jeu, il y a 18 épreuves, mais ce sont les 5 meilleurs résultats qui vont compter. Donc dans ces 5 meilleurs résultats, on peut déjà considérer que l'athlète est obligé d'en faire au moins 2 pour se qualifier sur le 70.3 des championnats du monde et pour se qualifier, même si on a gagné l'Ironman des championnats du monde l'année précédente, on doit participer, doit faire au moins une épreuve sans avoir forcément un résultat. Donc on a déjà au moins deux courses. Si ces 2 courses ont attribué donc la qualification pour les championnats du monde, ça en fait 2 autres de plus. On arrive déjà à 4. Et donc il faut en rajouter une seule pour simplement effectivement avoir la capacité à avoir le meilleur score sur 5. Après certains s'ils excellent, ils pourront en faire le jackpot en 5 courses, mais voilà, après on peut très bien y greffer un Ironman en plus pour je crois qu'on a la possibilité d'avoir 3 Ironman maximum pendant les 5. Donc certains le font déjà depuis de nombreuses années. Hein. Pour certains c'est un équilibre, d'autres 2 c'est le maximum. Mais sachant que voilà, le 70.3 marque aussi pas mal de points. En tous les cas, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de nouveau. Donc il va y avoir des stratégies que l'on va vite apprendre dès les premières épreuves. Hein. Dès l'ouverture du circuit, je pense que tout le monde va tenter d'avancer un petit peu avec le temps. Et on verra certainement une autre catégorie d'athlètes, ceux qui avaient un peu comme en cyclisme, hein, ceux qui ne veulent que gagner que le Tour de France et faire très peu de courses et se concentrer. Mais aussi d'autres catégories d'athlètes qui sont capables ce sont des athlètes qui sont capables d'enchaîner pas mal de courses, de gagner, on va dire, des classiques, hein, parce que bon, ces courses-là sont aussi des classiques, hein, vont devenir des classiques. Ce sont en tous les cas des courses qui ont été sélectionnées par rapport à leur qualité, par rapport à leur aura, dispersées à travers le monde. Et ça aussi, ça va être très important de pouvoir, en tous les cas, certains athlètes n'auront jamais peut-être la possibilité de gagner un championnat du monde, mais certains auront la capacité de gagner ce circuit peut-être plus que la course d'un jour. Donc ça aussi, c'est aussi important et de valoriser, on va dire, une autre catégorie d'athlètes. Ouais, c'est sûr, comme tu le dis, et tu fais très bien le parallèle avec le vélo, le sport évolue, et surtout l'aspect stratégique depuis peu de temps arrive de plus en plus sur le domaine du triathlon. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de voir ça. En tout cas, merci pour ce partage, les informations aussi que tu as pu nous communiquer. Je remercie aussi par la même occasion le groupe Ironman pour nous avoir permis d'avoir fait cet épisode, et surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais vous partager donc la répartition justement de ce prize money pour voir que tout ce qu'on a pu indiquer et échanger est réel, et surtout sur la partie homme-femme. Et Yves, je te souhaite encore une belle année sur ces 2 épreuves sur Nice, et je te remercie encore une nouvelle fois pour cet épisode. Merci, et puis à très bientôt donc sur les courses. Yes, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.